Dans la première émission sur les Étrusques, on a exploré en fait les origines mystérieuses de ce peuple très ancien. On a découvert leur cité-État, on a vu ensemble leur mode vestimentaire, on a vu que c'était des agriculteurs, des éleveurs, etc. On a vu que finalement beaucoup de choses avaient été récupérées par la Rome antique. Dans cette deuxième émission, on va se rendre compte que c'est même plus encore que ce que vous croyez, que les Romains ont pris encore plus. On va voir les rites funéraires, on va voir l'artisanat, on va parler de leur côté militaire qui n'est pas neutre alors qu'on pense souvent l'inverse. Et puis on va voir les dieux, etc. Et vous allez voir que finalement on en sait beaucoup, beaucoup plus qu'on croit sur nos amis les Étrusques. Donc les Étrusques épisode 2, c'est bien sûr Timeline 5000 ans d'histoire. Timeline 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. L'artisanat apparaît en Étrurie durant la période villanovienne, c'est-à-dire entre le Xe et le 8e siècle avant notre ère, sous la forme de céramique de bronze, de pièces d'armement et de casques décorés. Mais l'originalité des artisans étrusques s'affirme durant la période orientalisante, c'est-à-dire entre le 8e et le 6e siècle avant Jésus-Christ. La formation des cités et l'émergence d'une classe sociale dominante, l'aristocratie, va engendrer un faste inédit en Italie. Cette période marque aussi le début de la tradition de l'architecture funéraire, mais c'est surtout dans le domaine de l'orfèvrerie que les artisans étrusques assimilent rapidement et améliorent les techniques les plus raffinées. Effectivement, ils passent maîtres dans l'art de ce qu'on appelle la granulation, qui est le fait d'appliquer en motif de très fins grains d'or sur la surface des bijoux. L'Étrurie s'affirme alors comme un modèle de cité-État, mais chacune d'entre elles possède sa spécificité et ses spécialités artisanales. Vulci, par exemple, se spécialise dans la fonte du bronze, tandis que Cerveteri et Veiès se tournent vers le travail de la terre cuite. Quant à Tarquinia, elle excelle dans la peinture. Chaque cité affirme son identité religieuse et politique par la monumentalisation de ses sanctuaires. Les grands temples sont édifiés à partir de la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ par une main-d'œuvre qualifiée, locale, mais aussi itinérante. Le toit est orné de figures en terre cuite polychrome, les ateliers réalisent toute une série de statues en terre cuite grandeur nature, de petits bronzes et de vases précieux qui sont achetés par les fidèles et offerts ensuite au temple comme offrande votive. J'y reviendrai tout à l'heure. Les ateliers étrusques donnent naissance à ce qu'on appelle une céramique originale. Les vases peints sont ornés des mêmes motifs orientalisants, si vous voulez, que sur les bijoux. Les artisans, grecs et étrusques, créent en Étrurie des vases inspirés des modèles importés. Par exemple, ceux de Cerveteri fabriquent des pitoi, c'est des amphores ornés de hérons ou de félins, des cratères, des récipients typiquement grecs finalement. Sauf que le bucchero va remplacer la vaisselle métallique très coûteuse. Le bucchero, c'est quoi ? C'est tout simplement une technique qui s'obtient par cuisson, ce qu'on appelle à atmosphère réduite. Peu d'oxygène, mais beaucoup d'oxyde de carbone. L'argile se transforme du coup en oxyde ferrique, un oxyde de fer de couleur noire. Ce procédé nécessite l'utilisation de fours à 2 chambres, une pour la combustion et l'autre pour la cuisson. Après la cuisson, la surface est souvent lustrée. Les vases du VIe siècle avant Jésus-Christ s'inspirent des modèles où évoluent des figures noires sur un fond rouge. Ces figures s'inspirent de l'iconographie grecque. On va voir tous les échanges au cours de l'émission qu'il y a eu entre ces deux cultures. À Chiusi, on crée des récipients funéraires avec des bras et un couvercle en forme de tête qui est en fait un portrait stylisé du défunt. Et c'est au IVe siècle avant Jésus-Christ que sont datés les nombreux vases comme l'ascos en forme de canard ou la figure de génie féminin ailé, tous les deux conservés au Louvre. La fortune précoce et durable de la culture grecque en Étrurie va entraîner un recours nouveau aux images. Par exemple, les vases de banquet, dont le plus illustre est le célèbre cratère de Cerveteri, signé par un artisan grec immigré et orné de figures d'Ulysse et du Cyclope. Les vases, réalisés en Étrurie, servent comme ça de support à certaines des plus anciennes représentations de mythes et de héros grecs. Les vases proprement étrusques voient le jour durant la période qu'on appelle la période archaïque, c'est 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ. Ils témoignent de la capacité des artisans et des commanditaires à s'approprier les modèles grecs.
Le bronze est utilisé pour la fabrication de nombreux objets de la vie quotidienne, des récipients, des pièces d'armement, des fibules, c'est des bijoux, etc. Tous présentent un décor géométrique, ou quelques figures animales ou humaines réalisées ce qu'on appelle à l'incision, c'est-à-dire creusées, ou repoussées, c'est-à-dire en relief. Vous avez au Louvre un bel exemple, c'est un trône en bronze dont le décor de quadrupèdes, de bossettes et d'animaux fantastiques a été réalisé au repoussé, donc en relief. Les artisans étrusques de l'époque archaïque sont renommés pour leur production de sculptures monumentales en terre cuite. Elles vont de pair avec le développement pendant la période orientalisante du culte des ancêtres. Les statues sont réalisées en terre cuite et non plus en pierre, parce que la pierre volcanique, la seule qu'on trouve en Étrurie, est extrêmement fiable. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'avoir une pierre volcanique entre les mains, mais c'est quelque chose d'extrêmement léger, et puis dès que vous appuyez un petit peu, dès que vous forcez un peu, là tout s'effrite, c'est une horreur. Elles sont placées, ces statues, à l'entrée des nécropoles, comme leurs homologues de la sculpture grecque. Les grandes statues sont également placées sur le toit des temples. Elles fascinent ceux qui les regardent par leur sourire et parfois leur proportion exagérée qui leur confère une vitalité exacerbée. Vous allez retrouver ça aussi chez Michel-Ange, par exemple, beaucoup plus tard. Elles donnent aux urnes cinéraires, c'est-à-dire qui contiennent les cendres, un caractère plein de spiritualité et de sérénité. La sculpture funéraire étrusque donc, offre une large gamme de formes artistiques. Dans chaque tombe, vous avez des réceptacles qui sont destinés à recevoir les dépouilles des défunts, qu'il s'agisse d'ossuaires, d'urnes, de sarcophages, de statues ou d'autres récipients. Les 8e et le 7e siècles avant Jésus-Christ voient alors une prolifération des images qui témoignent de l'influence des traditions orientales sur l'art local. Les grands tumuli monumentaux d'Étrurie méridionale trahissent le lien artistique et idéologique avec les sépultures princières du Proche-Orient, d'Anatolie et de l'ère hellénistique, voire même chypriote. Ces monuments sont destinés à matérialiser la mémoire du défunt et à glorifier les ancêtres. En 547 avant Jésus-Christ, la chute du royaume de Lydie et la pression des Perses entraînent l'effondrement du commerce gréco-oriental, suivi d'une nouvelle migration en Occident. L'influence grecque se propage alors dans des zones plus internes et septentrionales. C'est à cette époque en fait qu'apparaît à Chiusi un nouveau type d'urne cinéraire, ce qu'on appelle les canopes, des récipients en forme de personnages assis sur un trône. C'est le résultat d'un long processus d'anthropomorphisation des vases cinéraires. L'âge villanovien ajoute des seins S-E-I-N-S, sur les ossuaires d'appartenance féminine et des casques pour les hommes. L'anthropomorphisation atteint son paroxysme avec l'habillage symbolique de l'urne avec des tissus. Alors, il s'agit peut-être d'une manière, on ne sait pas, de se souvenir du corps perdu du défunt. On ne sait pas, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de questions en suspens. La sculpture funéraire du VIe siècle avant Jésus-Christ va encore plus loin dans l'assimilation de la figure sculptée au corps incinéré du défunt. Les artisans réalisent à présent de véritables statues cinéraires en pierre, cette fois comme l'impressionnant Pluton du musée de Palerme. Ils reprennent la tradition de la statue assise sur un trône, mais mêlée à des éléments gréco-orientaux d'inspiration milésienne. Tous les objets produits dans leurs ateliers, sarcophages, statues cinéraires, urnes et cipès, etc., révèlent justement cette influence. La sculpture en terre cuite témoigne aussi de la survivance de motifs orientalisants. Effectivement, des statues de lions, de sphinx gardent l'entrée des nécropoles, des tombes. Les stèles sculptées en bas-relief sont décorées de motifs de roues, de rosettes et de fleurs, des symboles funéraires orientaux, plus fréquemment justement employés en Égypte par exemple. Sur les sarcophages d'initiés au culte de Dionysos, les défunts tiennent ce qu'on appelle le thyrse. C'est un bâton entouré de feuilles, c'est l'attribut de Bacchus, vous savez. Les urnes cinéraires de Chiusi et de Volterra, creusées dans l'albâtre, sont ornées de scènes du voyage du défunt dans l'autre monde, de scènes de sa vie quotidienne ou de combats mythologiques, voire historiques. C'est le cas du sarcophage des Amazones, exposé au musée archéologique de Florence. Un bel exemple de cette assimilation, c'est la figure du lion. Le lion
est un sujet prédominant dans la culture funéraire. Là, vous pouvez en trouver à peu près partout, hein. Il fait partie de l'univers foisonnant des créatures fantastiques du répertoire oriental. Il apparaît sur plus de 80 sculptures réalisées entre l'orientalisant récent et l'époque qu'on appelle archaïque, et sur près de 50 sculptures de la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ et de l'âge hellénistique. Il s'agit d'un thème constant dans l'iconographie étrusque. C'est l'un des marqueurs qui permettent justement de retracer et comprendre l'évolution de l'art en Étrurie. La perméabilité constante de la tradition artistique locale aux apports extérieurs, la réélaboration et la réinterprétation donnent naissance, du coup, à des créations totalement originales. La fin du IVe siècle avant Jésus-Christ marque le passage du classicisme grec à l'hellénisme. La sculpture se fait exubérante et manifeste l'expression du mouvement et la recherche du pittoresque. Vous avez un beau torse d'Apollon et un buste de femme voilée couronnée de pampres qui date justement de cette époque.